Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir avec moi dans le studio, Laetitia Kibongue. Bonjour. Entrepreneur, auteure et jeune maman originaire de RDC, fondatrice de l'agence MZ Congo Model and Talent et de la fondation MZ Congo, qui est en fait un orphelinat. Et vous êtes également mannequin, je crois que ça se voit vraiment. Vous êtes magnifique, vous avez un maquillage vraiment très très joli. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous avez une vie très particulière et vous avez écrit un livre qui va sortir cette année. Oui. C'est ça. Et une vie, ma foi, on peut dire jusqu'ici, vous êtes une jeune maman, mais une vie très difficile. Vous avez quitté la RDC à l'âge de 5 ans pour voyager en Amérique et malheureusement un voyage qui devait prendre quelques jours est devenu un douloureux voyage de 4 ans aux États-Unis. Et là en fait je cite un extrait de votre livre, c'est vous qui l'avez écrit et vous dites: mon voyage en Amérique a été long et douloureux, j'ai été abusée par un membre de ma famille et pour ne rien arranger j'ai été violée à 8 ans par un ami de la famille. J'étais si brisée comme un enfant et j'ai détesté la vie. Une fois que nous sommes arrivés aux États-Unis, j'ai essayé d'oublier toutes les horreurs qui me sont arrivées, mais je ne pouvais pas, alors je me suis détestée. J'avais l'impression que tout le monde me haïssait. C'est dur ça, c'est dur. Et vous pouvez en parler maintenant. Ouais, c'est toujours un peu difficile de, comment dirais-je, de réviser tout ça. Mais j'essaye parce que je sais que peut-être il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un dans le monde qui est en train de passer des choses que moi aussi j'ai passées. Alors peut-être ça peut les aider aussi. Mais alors c'est un hasard, mais vous êtes quand même jusqu'ici la 3e dame congolaise qui a subi ce genre d'atrocité. Yeah. Malheureusement au Congo, surtout avec les Africains, pas seulement au Congo, il y a toujours quand vous êtes en famille, il y a toujours des membres dans la famille qui, si vos parents ne sont pas là avec vous, ils essayent toujours de vous maltraiter et faire des choses pareilles. Mais alors comment ça se passe, ce type de violence au sein même de la famille? Comment ça se termine d'une certaine manière? Est-ce que vos parents vous défendent? Est-ce que la famille se scinde en deux forcément? Bon, malheureusement, pour mon cas, c'était un peu difficile parce que ma mère, à moi, elle était déjà ici en Amérique. Elle faisait le medical school ici, dans l'école médicale. Donc, elle m'avait laissé avec ma grand-mère. Et alors, à un moment donné, elle nous a invités de venir ici et la petite sœur de ma mère était avec nous. Elle était aussi si jeune, elle a fait des amis avec des gens qui n'étaient pas vraiment de bonnes personnes. Alors, ces gens-là l'ont influencée malheureusement, et elle a commencé à faire des choses. Pour elle, elle disait que la raison pour laquelle nous ne pourrons pas aller en Amérique, c'était parce que nous étions des sorcières. Voilà. Alors, comme nous étions, moi et ma petite sœur, c'est pour ça que je dis nous, comme nous étions des sorcières, comme elle disait, alors c'est-à-dire qu'elle devait nous taper, nous abuser, elle devait faire des choses qu'elle pensait que peut-être ça va causer une délivrance. C'est votre grand-mère? Non, c'était pas notre grand-mère, c'était la petite sœur de ma mère. Ok. Voilà. Donc elle est devenue amie avec certains, disons, les pasteurs, des servantes de Dieu, et c'était comme on dit en anglais, les crooks. Donc, ils étaient là parce qu'ils savaient que ma mère envoyait de l'argent pour nous, comme nous étions au Cameroun et nous devons voyager. Et donc, ils sont venus chez elle pour leur dire que non, on devait aller habiter avec eux. Et comme ça, ils vont prendre de l'argent. Mais elle était tellement naïve, elle ne savait pas qu'ils étaient pas bons. Alors, quand nous sommes allés chez eux, c'est là où les abus ont commencé. Et malheureusement, la violence aussi a suivi. Et alors, en 2005... votre amie du lycée vous a demandé de la rejoindre pour participer à Miss Congo USA. Ouais. Ouais. Et elle a insisté plusieurs fois et vous a finalement convaincu. Ouais. Et vous écrivez: ma vie a complètement changé après avoir été nommée Miss Congo USA 2005. Bravo.
Merci. Et vous dites, j'ai commencé à croire en moi-même, je n'arrivais pas à croire que les juges m'aient choisi parmi toutes ces jolies filles avec lesquelles j'ai concouru. Ce qui montre à quel point ce mal qu'on vous a fait vous a vraiment amoindri et vous aviez besoin vraiment de retrouver confiance en vous. Et finalement, ça c'était la bonne solution. Elle a eu raison, votre amie là. Oui, oui, au fait, c'était, pour moi, c'est ça, comme j'avais écrit, ça avait vraiment changé ma vie parce que j'avais détesté la vie. Pour moi, je n'ai pas vu je ne pourrais pas voir ma beauté physique. Donc pour moi, je disais que quand les gens me regardent, surtout les hommes, je vois qu'ils voient une fille très très moche, elle n'est pas belle, elle est bizarre. Ce qui est absolument incroyable parce que vous êtes ravissante, mais en fait c'est la souffrance qu'on vous a infligée qui fait que vous aviez l'esprit fragilisé à ce point-là. Malheureusement, oui. Ouais. Dans la presse. La mortalité infantile a chuté de moitié en 20 ans en Côte d'Ivoire. Le taux est passé de 112 pour 1000 naissances en 1998 à 60 pour 1000 en 2016, selon la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Nialé Kaba. D'après une enquête nationale, l'indice de fécondité a également baissé, passant de 5,4 à 4,6 enfants par femme. Ces chiffres varient fortement selon le milieu. 3,4 en milieu urbain et 6 en milieu rural. En revanche, 38% des filles et femmes subissent encore l'excision selon l'enquête. Les filles de 0 à 14 ans dans le nord et le nord-ouest du pays sont les principales victimes alors que les mutilations génitales féminines sont interdites depuis 1998. Une institutrice britannique, Andrea Zafirakou, a remporté à Dubaï le prix de meilleure enseignante du monde, doté d'1 million de $. C'est une belle somme, n'est-ce pas? Madame Zafirakou figurait parmi 10 finalistes sur 30 000 candidats du monde entier. Enseignant à l'école Alperton à Londres, dans un quartier pauvre et multiethnique, elle a appris les bases de 35 langues pour communiquer avec ses élèves et leurs parents, qui comptent de nombreux réfugiés. Elle a également imposé une refonte du programme scolaire pour le rendre plus proche de la vie de ses élèves. Laetitia Kibongué, on va revenir justement vers votre vie, cette vie douloureuse qui vous a amené finalement. Vous êtes une femme épanouie, on le voit, et en plus vous êtes maman, vous êtes jeune maman, vous avez une petite fille de 6 mois, vous avez l'air parfaitement heureuse, donc ça c'est une grande victoire sur la souffrance qu'on vous a infligée. Et alors vous avez écrit, je reviens à votre livre, un extrait de votre livre, ma plateforme était de travailler avec des filles qui avaient un passé difficile comme moi. Donc ça c'était pendant Miss Congo USA, c'est ça ou ça c'est en fait, quand vous êtes dans une compétition comme Miss Congo, il faut avoir une plateforme. Donc, il veut savoir si vous gagnez, si on vous donne cette chance de gagner, qu'est-ce que vous allez faire avec the crown. Oui. Alors, pour moi, j'ai pensé à ma vie, j'ai pensé à des choses que j'ai vécues et pour moi, ça avait vraiment beaucoup de sens de travailler avec les filles comme moi. Ouais. Vous vouliez les aider, mais dites-en plus parce que je ne vais pas lire tout ce que vous avez écrit. Je voulais aider les filles de ma communauté à trouver leur beauté et à poursuivre leurs rêves. Je voulais construire la confiance des jeunes filles qui ne se sentaient pas acceptées. C'est bien dit tout ça. J'ai donc démarré l'agence MZ Congo Model and Talent. Vous allez nous parler de cette agence. Oui, en fait, je raconte toujours des filles comme moi. Et ils me disent toujours leur histoire. Ce n'est pas tout à fait toujours parfaitement comme la mienne, mais quand même, c'est de même type de... Ouais, c'est similaire, c'est de même type de souffrance. Chacun a ses souffrances. Voilà. Alors, et les filles ont toujours des insécurités. On pense toujours que l'autre, elle est plus belle que moi, ou bien lui, il est plus beau que moi. Alors, moi, j'ai toujours voulu de travailler avec eux, de leur montrer que non, tu es belle, et de leur montrer comment se faire belle. Et de travailler avec eux, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment faire. Et alors, en quoi c'est important, ça, de se sentir beau, finalement?
Ça fait du bien, ça fait du bien. Et ce n'est pas vraiment tout à fait l'apparence, c'est aussi dans le cœur, voilà. Et si vous cherchez quelque chose qui fait que vous commencez à vous aimer, pour voir que non, je suis comme ça, ça t'aide à devenir quelqu'un gentil, si je peux dire. Et donc ça se travaille en fait. Cette beauté-là, on la travaille. Vous avez des petits trucs à nous dire? Ah, je sais pas comme quoi. Pour moi, bon, j'aime chanter. Ouais. Alors, je commence à... Je chante des chants que j'aime beaucoup, des chants qui me donnent un peu de la motivation. Donc, c'est ça mes trucs. Merci. Alors, et vous avez écrit, je voulais apprendre aux filles à cesser d'être les victimes, à être victorieuses. Ouais. C'est toujours la même histoire. C'est toujours, on se laisse pas faire, on est les gagnantes. Ouais. C'est ça, parce que moi, je dis toujours que... J'aime dire ça en anglais, parce qu'en français, c'est un peu difficile. En anglais, je dis toujours que... you can never feel sorry for yourself. Donc, c'est-à-dire, au lieu de rester là et tu te sens... vous n'avez pas à vous excuser pour qui vous êtes. C'est ça. Yeah, donc, c'est-à-dire, au lieu de chercher que les gens puissent se sentir sorry pour vous, mais cherche à faire quelque chose de soi-même. Donc, au lieu de pleurer à tout moment, de se stresser, voilà, ma vie était ceci et cela, cherche de faire quelque chose qui va te rendre heureuse. Mais alors là, les filles, vous pouvez nous en parler? Vous en avez combien dans cette agence? Parce que c'est MZ Congo Model and Talent. C'est aux États-Unis? C'est en RDC? C'est ici. Le Talent Agency, c'est ici aux États-Unis et puis la fondation est en RDC. Ok. Et donc, les mannequins, en fait, vous les faites travailler pour qu'elles puissent faire des podiums, etc. Oui, donc on fait plus le training pour eux. Donc, par exemple, vous m'avez dit que vous avez une fille, non? Si elle vient, elle me dit que moi, j'aime chanter, mais je ne sais pas comment chanter. Ou j'aime danser, eh bien, je vais devenir mannequin, mais je ne sais pas comment. On va le mettre sur les classes, le training, on va leur montrer comment chanter, comment danser, comment devenir comme une mannequin. Et puis après, c'est comme l'école. Et après ça, on le met dans des shows, dans des événements et des choses pareilles. Et vous avez des exemples de jeunes filles, enfin, vous avez le sentiment que, par exemple, d'avoir vu l'évolution d'une jeune fille qui était particulièrement timide et puis qui est devenue vraiment épanouie. Oui, et on avait New York Fashion Week, c'était février, c'était en février, et il y a l'une de mes modèles elle était vraiment timide, elle voulait devenir mannequin, mais elle savait même pas comment marcher, comment prendre des photos, et je travaille avec elle. Maintenant, elle est sur New York Fashion Week. Parole de femme. Des Ivoiriennes ont créé leur propre syndicat pour que les préoccupations des travailleuses soient prises en compte. 4000 femmes ont déjà adhéré au réseau des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire, présidé par Mariatou Guilléo. Et j'ai joint la marraine du réseau, Salimata Porquet. Cette organisation prend en compte les femmes aussi bien du milieu rural que du milieu urbain. Les femmes des marchés, les femmes cultivatrices, elles sont toutes membres de ce syndicat. On a choisi comme thème la couverture d'assurance maladie parce qu'en Côte d'Ivoire, il est mis en place une couverture assurance maladie, mais l'on pense que c'est pour un certain niveau. Alors donc qu'avec les femmes syndicalistes, les explications sont données à tout le monde. Et actuellement, elles sont en train de mettre des fédérations dans toutes les régions pour que les femmes soient informées et surtout comment défendre les droits des femmes du milieu rural en matière de possession des terres. Les femmes cultivent, mais en fait, elles ne sont pas propriétaires terriens. Et donc, comment est-ce que nous pouvons nous battre pour qu'une loi soit votée pour que les femmes puissent être propriétaires terriens? Et jusque-là, rien n'est encore fait. Avec ce syndicat, nous allons booster cela. Alors, comment réagissent les autres syndicats? Les hommes syndicalistes, ils ont peur. Ils pensent que les femmes veulent faire de l'exclusion, leur arracher le pouvoir. En fait, non. Vous avez dû apprendre que dernièrement, en Côte d'Ivoire, il y a eu une crise
entre les syndicats et le gouvernement. Pendant 3 mois, les syndicalistes de tous bords ont fait une grève. Et c'est nous qui avons réglé ce problème. Nous étions environ 5-6 et nous avons rencontré donc les différents groupes de syndicats. Et ensuite, j'ai abordé le chef de l'État qui se trouvait à une cérémonie. Je suis allée droit vers lui et je lui ai dit, Monsieur le Président, je viens vous signifier que nous, les femmes, nous nous sommes auto-saisies du problème des syndicalistes. Il m'a dit, Salimata, tu es sûr que tu peux régler ce problème? J'ai dit oui, Monsieur le Président. Et ensuite, il m'a ramené vers le Premier ministre qui nous a reçus et nous sommes retournés vers les syndicalistes pour accepter de dialoguer avec le gouvernement. Et comme Marietou connaît bien le système des syndicalistes, elle connaît leurs règles, donc elle nous a mis la puce à l'oreille, qu'est-ce qu'il fallait aborder comme problème, comment il fallait les amener à la raison, et ça marchait. Et finalement, les syndicalistes, leur président nous a demandé d'aller intervenir pour eux auprès du président de la République. Alors Marietou leur a demandé, vous mandatez la présidente ou bien qu'elle se lève d'elle-même? Ils disent non, nous la mandatons. Maman, nous vous mandatons d'aller vraiment faire le plaidoyer auprès du président de la République pour qu'on puisse trouver une solution. Et la solution a été trouvée. La grève s'est arrêtée. Salimata Porquet, présidente de l'organisation panafricaine Plateforme d'éveil électoral des femmes et des jeunes. Laetitia, on revient vers votre vie, l'évolution de votre vie. Il y a aussi donc la fondation MZ Congo, orphelinat. Alors donc vous êtes retourné en RDC et donc pour ouvrir un orphelinat, c'est ça? Ouais. Yeah. Vous pouvez nous raconter cette aventure? Oui, au fait, j'ai toujours voulu aider les enfants et travailler avec les petits-enfants. Alors, quand je suis allée, j'ai décidé de rentrer au Congo finalement, après toutes ces années, en 2016. Et je ne savais pas comment commencer. Alors, premièrement, j'ai commencé à partir regarder des orphelins qui étaient déjà là pour voir comment ils sont en train de faire, comment on peut faire des choses. Et finalement, j'ai vu, il y avait un homme qui avait déjà peut-être 4 enfants avec lui et il a voulu travailler avec les enfants. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit que bon, moi je vais commencer aussi mon orphelinat. Je veux qu'il devienne le godfather, donc comme un père pour eux. Alors on a ajouté 25 enfants. Wow. Donc, on a acheté 25 enfants qu'on a pris dans la rue. On est allé jusqu'à Goma et on les a amenés à Kinshasa. Ah bon, carrément de l'autre côté du pays, jusque là-bas. Yeah. Et vous les avez amenés à Kinshasa. Ouais, et ils sont des victimes de la guerre. Leurs parents sont morts. Alors, ils ont vraiment des histoires qui est vraiment pénible. Et donc, vous allez régulièrement, enfin c'est depuis 2017, donc c'est pas très vieux, mais l'objectif c'est de pouvoir y aller quand même de temps en temps. Je devais aller l'année passée, mais j'étais enceinte. Ouais. Donc, je suis pas allée l'année passée. Et cette année ici, j'ai voulu partir aussi. Malheureusement, il y a des problèmes là avec, je sais pas, le Congo, l'Afrique, c'est toujours comme ça. Donc, il y a le red flag. Donc, moi, je n'ai pas moyen de partir cette année. Ouais. Donc, j'espère peut-être en décembre, je peux y aller encore. D'accord. Si jeunesse pouvait. Tiens, Laetitia, vous aimez beaucoup les enfants. Cette nouvelle va vous faire plaisir. Les États-Unis ont remis 30 millions de dollars au programme alimentaire mondial pour les cantines scolaires. En République du Congo, c'est l'autre Congo, hein, mais c'est pas bien loin du vôtre. Suite aux repas servis à l'école, les enfants ont vu leurs résultats s'améliorer. Notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou, s'est rendu dans l'une de ces cantines. À l'école Djiripon, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville, le repas est servi tous les midis à 838 élèves. Grâce au programme alimentaire mondial, la PAM, et d'autres partenaires comme le Japon et les États-Unis, la cantine scolaire de l'école fonctionne normalement à la grande satisfaction des élèves. Le riz avec les haricots, les sardines. On mange le riz ici. Il y a les autres qui viennent pour étudier. Il y a les autres qui viennent seulement pour manger. S'il n'y a pas la nourriture, il y a les autres qui fuient. Le PAM a ciblé 54 000 élèves qui bénéficieront de repas en cette année scolaire.
Il s'agit en tout de 470 écoles reparties dans les départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Bouenza, de la Likoumou et du Poul. Le gouvernement américain a offert 30 millions de dollars pour permettre aux PAM de pérenniser ces cantines scolaires. La directrice de l'école Djiripan, Firmin Samba Onzomba, affirme que la qualité de la nourriture servie dans ces écoles est bonne, appelant ainsi les parents à contribuer au bon fonctionnement des cantines scolaires. Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, on a reçu vraiment de bonnes qualités, que ce soit des petits pois. Les enfants vraiment adorent ça. Et la qualité du riz, c'était bon. Jusqu'en fin d'année, les enfants vont très bien manger. Nous avons une situation du bois. C'est les parents qui devraient fournir du bois de chauffe pour préparer les vivres. Mais souvent, quand on fait passer le message, ils ne réagissent pas vraiment en totalité. Le gouvernement s'emploie à faire exister ce programme. Il compte sur l'apport des partenaires internationaux tels que l'admet ici Pierre Ngwala, directeur général de l'enseignement de base. C'est un appui de plus attendu, c'est pourquoi vous me voyez me déplacer personnellement pour accompagner l'équipe du PAM. Autant nous avons manifesté notre joie de savoir que les États-Unis nous ont aidés, autant également nous manifestons notre joie pour d'autres partenaires qui nous ont donné, notamment le Japon, le Brésil, qui nous viennent en aide, jusqu'au moment où il y a quelques embellis du point de vue de l'économie congolaise. Plusieurs autres cantines scolaires sont développées pour les enfants autochtones dans le nord du pays. Ngoïla Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique. Et oui, et si la jeunesse pouvait. Laetitia Kibongué, on revient vers les enfants de RDC. Votre objectif, c'est de pouvoir ouvrir une autre maison, c'est ça? Une autre maison pour les enfants? En fait, je veux avoir 2 orphelinats partout, premièrement à Kinshasa. Et après ça, je veux entrer dans 2 provinces. Donc ça se fait petit à petit, mais il faut des financements. Bien sûr. Vous avez des bons partenaires déjà quand même? Malheureusement, pas trop. Malheureusement, en ces moments, je dépense. Donc vous financez tout par vous-même? Avec l'argent que vous gagnez avec votre mannequinat, parce que vous faites encore du mannequinat. Donc... Avec ça, et puis je travaille aussi comme un business developer. Ouais. Alors, ça aussi, ça m'aide beaucoup. C'est formidable, ça. Vous investissez tout l'argent dans cette fondation. Pour moi, je vois que si je suis en train d'aider les enfants, c'est comme si je suis en train d'aider Dieu ou bien de bénir Dieu. Parce que je crois que même dans la Bible, ils disent si vous aidez les orphelins, les veuves, c'est comme si vous êtes en train de toucher le cœur de Dieu. Alors pour moi, c'est une manière de dire merci à Dieu, premièrement, pour il m'a sauvé, il m'a amené ici en Amérique, là où je suis capable de travailler et de vivre mieux que les autres qui sont toujours en Afrique. Alors pourquoi pas aider, surtout les enfants. Et vous avez rencontré donc là-bas beaucoup d'enfants qui avaient été victimes d'abus sexuels, même forcés à la prostitution, des choses comme ça. Yeah. Et ces enfants, donc, vous les avez complètement sortis de cet enfer, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup à Kinshasa. Et malheureusement, même, il y a des enfants, même, que c'est leur propre membre de famille qui leur force de faire ces actes-là. Donc ça reste encore un fléau à Kinshasa, ça. Yeah, malheureusement. Et vous êtes nombreux, en fait, à faire ce type, justement, d'association. En plus, on ne comprend pas pourquoi ça persiste comme ça. Malheureusement, je ne pourrais même pas te dire pourquoi ça persiste toujours. Pour moi, en fait, j'ai essayé de faire des enquêtes que je peux faire. C'est différent, c'est vraiment compliqué. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Pour moi, mais quand même, il doit y avoir une explication et une solution. Au fait, ce que moi je sais, c'est que les petits-enfants qui sont en train de faire ça, ce n'est pas par leur volonté propre. Ah ben c'est certain. Ils sont forcés de le faire. Il y a les uns qui ont perdu leur mère ou bien ils n'ont pas de parents, alors ils sont peut-être avec un cousin ou bien un oncle qui leur force de faire ça. Et comme ils n'ont pas là où habiter, ils n'ont pas de choix. C'est dur pour les enfants d'être dans la rue.
parenthèse. Le Cameroun a ses premiers drones conçus localement par des jeunes Camerounais sous la houlette de William Elong. La start-up Will Brothers a déjà 3 drones à son actif. Un reportage de Jules-Emmanuel Ntap. William Elong, 25 ans, et 9 de ses jeunes collaborateurs reçoivent les acclamations du public. Sur la cour arrière de l'hôtel de ville de Yaoundé, la jeune start-up présente l'un des drones fabriqués à Douala. Le Cliclop, un drone muni d'un capteur détecte automatiquement les personnes, objets et animaux. Il est utile pour des décomptes avec précision. William Elong, son concepteur, a poussé plus loin encore son ingéniosité dans la fabrication des 2 autres drones. Aujourd'hui, pour surveiller un pylône, pour faire un audit sur un pylône de télécommunication, on doit avoir un agent qui monte sur le pylône. Il doit escalader le pylône, ça prend du temps. Avec un drone, on peut faire la même opération en 30 minutes. Ça veut dire qu'on prend moins de risques, donc moins de risques pour l'individu, moins de risques même, et puis on fait l'audit sur plus de pylônes de télécommunication. Didier Zanga dirige un centre des métiers et des travaux publics à Akonolinga, à 117 km de Yaoundé. Il a bravé 2 heures de route pour visiter le stand d'exposition des drones. Le savoir ne dépend ni de la race, ni de la couleur, ni du lieu géographique où on se trouve. Donc, nos jeunes se sont mesurés plus d'une fois, ont fait leurs preuves. Il y a de la matière grise, il y a du savoir et il faut exploiter tout cela. C'est entre 2015 et 2017 que ces 3 drones ont été conçus. Coût de fabrication, $200 000. De l'argent obtenu à l'issue d'une levée de fonds internationale. Novembre 2017, la start-up Will Brothers a assisté au Salon de la Défense en France. Aujourd'hui, Will Brothers entend mettre en vente l'un des modèles de ces drones à 600 000 francs CFA pour les propriétaires des grandes exploitations agricoles. Minette Libom-Likeng, la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, n'est pas indifférente au succès de la jeune start-up. Will Brothers, ils font la fierté du Cameroun parce que vous avez vu, c'est la réponse au message du chef de l'État. Ils ont osé, ils ont innové, ils ont créé. Voilà, c'était un reportage de Jules-Emmanuel Ntap que vous pouvez suivre dans son intégralité sur voaafrique.com. Laetitia Kibonge, on est obligé de se dire au revoir. On arrive à la fin de l'émission. C'est bien dommage, j'aurais bien continué la conversation avec vous. Oh non, pas de problème, merci beaucoup. Un grand merci d'avoir été avec nous. No problem, merci. Un grand merci à Georges Léonard Sagnouf et à Wagner Robert à la production et bien sûr un très grand merci à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. À très bientôt, au revoir. Arrête.